Bonjour, alors je vais vous expliquer les numéros 2 et 3 qui sont vraiment un petit peu plus complexes là, dans la liste des exercices 1 à 5 que vous avez à faire suite au premier cours. Inquiétez-vous pas, là, c'est des numéros que je m'attendais que comme vous ayez des questions parce que c'est plus des preuves générales, ben c'est pour le 2 en tout cas, puis que vous sachiez pas trop comment les aborder. Mais là, ce que j'espère, c'est qu'en vous l'expliquant, là, vous seriez capable de le comprendre, puis pour le numéro 3 aussi, d'en refaire un autre similaire. Donc, on va commencer par le numéro 2. On a un rayon incident sur un miroir plan, ben, un coin de miroir plan. Je veux juste préciser, le miroir plan, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est un miroir qui a une surface plane. Donc, tous les miroirs auxquels vous pensez probablement, ce sont des miroirs plans, là, comme qu'est-ce qu'il y a dans votre salle de bain, par exemple. Comparativement à un miroir plan, on va voir plus tard des miroirs courbés. Donc là, ils ont une surface qui est courbée, ce qui permet de voir des images genre un peu rétrécies ou agrandies, là. Donc, dans un miroir plan, quand on regarde dedans, les images ont l'air de la grosseur des objets, leur grosseur réelle. Donc, ici, on a un faisceau qui va arriver incident au premier miroir et il va obéir à la loi de la réflexion. On ne va pas prendre un rapporteur d'angle pour répondre à cette question-là. On veut vraiment prendre une approche un peu plus générale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... j'ai tracé déjà la normale au point où le faisceau incident arrive sur le premier miroir. Donc, une droite à peu près perpendiculaire à la surface. Comme je dis, c'est pas obligé d'être précis au niveau du tracé ici. Fait que là, on va tracer un rayon réfléchi qui va arriver au deuxième miroir de façon à être à peu près là, on essaie de respecter la loi de la réflexion. C'est pas parfait parce que j'ai pas pris de mesure ici, mais donc on sait que l'angle d'incidence devrait être égal à l'angle de réfraction de l'autre côté de la normale. Donc là, ensuite, on va tracer une deuxième normale. Oups. Une deuxième normale au point où le faisceau arrive sur le deuxième miroir. Puis de là, ça va respecter la loi de la réflexion, puis le rayon va être réfléchi, encore une fois, en obéissant à la loi de la réflexion. Fait que ce qu'on sait ici, c'est que notre premier angle, ben, disons que je l'appelle θ, on va rester dans des termes généraux. OK? Donc ça, c'est mon angle θ, l'angle d'incidence. Ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que, puis on va se servir aussi de l'angle qui est par rapport à l'horizontale. Le faisceau est décrit par rapport à la surface du miroir qui est horizontale, un angle, on pourrait dire, c'est 90 degrés moins θ, parce que vous savez que la normale est perpendiculaire à la surface du miroir, donc ils doivent avoir un angle de 90 entre ça doit être l'angle entre la normale et le miroir. Donc, je vais ici indiquer que mon angle en dessous, je ne vais pas rajouter un autre symbole d'inconnu, donc parce que 90 degrés, si on le connaît. Donc, je l'appelle 90 moins θ. Fait que tout ça, bien, ça va être symétrique à cause de la loi de la réflexion. Fait que je vais avoir θ de l'autre côté ici par rapport à la normale et 90 degrés moins θ en dessous. Maintenant, je vais essayer de vous rappeler une propriété des angles que vous avez peut-être vu en mathématiques au secondaire, mais ça fait peut-être un bout de temps. Donc ici, j'ai sorti ma règle, là, je vais vous montrer comme on a la normale ici, au point d'arrivée du premier rayon, est parallèle au miroir qui est vertical. Donc on a deux droites parallèles ici, je vais les mettre comme en jaune, là, OK, pour que vous les visualisiez. Donc, je vous rappelle une propriété des angles qui dit que si on a un segment comme qui relie deux droites parallèles, on a une propriété des angles qui s'appelle des angles alternes internes. Oups, je vais revenir au crayon noir. Donc ici, les angles alternes internes, c'est l'angle entre un faisceau qui traverse de façon diagonale les deux droites parallèles. Fait que là, ça veut dire que l'angle d'un côté ici, le petit, entre la droite parallèle puis le faisceau, serait égal au même angle, la même valeur, de l'autre bord entre la droite parallèle puis le faisceau, le petit angle. Je dis le petit parce qu'on pourrait toujours quand même aller voir aussi la propriété de l'autre bord, le grand angle par rapport à la parallèle serait aussi égal. Là, je les ai mis en bleu, mais je vais effacer ça parce que je m'en servirai pas, là. Donc, j'ai donc un angle de θ aussi au sommet ici. Là, cette fois, c'est entre la surface du miroir et le rayon. Mais là, la normale étant à 90 degrés de la surface de ce miroir-là, on peut dire qu'on a 90 degrés ici, moins θ, entre la normale et le rayon. Donc, la loi de la réflexion nous dit qu'on a 90 degrés moins θ aussi pour le rayon réfléchi
par rapport à la normale. Techniquement ici, ce schéma-là, c'est la preuve. Je vous explique là. On veut prouver que le faisceau réfléchi du deuxième miroir est parallèle au faisceau incident. La façon de prouver que c'est égal, c'est si on compare les angles. OK? On a là, ici, le premier faisceau, il arrive de façon à frapper le miroir est horizontal, puis on a 90 degrés moins θ d'angle entre l'horizontale et le faisceau. Alors, voyez-vous qu'il s'agit du même angle qu'on a entre l'horizontale, qui est la normale, et le faisceau réfléchi. OK? Donc, je vais juste les surligner avec de la couleur, là. Crayon un peu plus gros. Donc, l'angle qu'on a entre le faisceau incident et l'horizontale, c'est 90 moins θ. Bien, c'est vraiment la même situation qu'on a ici entre l'horizontale et le faisceau réfléchi. On a 90 moins θ. Donc, vous voyez, ça devrait vous convaincre que c'est la même direction dans l'espace. Donc, ce sont des faisceaux parallèles. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas demander des preuves comme ça dans un test. Ça va être plus, peut-être, l'idée c'est de vous montrer que ça ne dépendait pas de l'angle d'incidence. OK? θ, on aurait essayé général, ça pourrait être θ de 15 degrés, de 40 degrés, peu importe. La propriété ici d'un coin de miroir, ça va toujours réfléchir le faisceau de façon parallèle à comment il était incident. Puis ça va être quelque chose qu'on va voir qui est utile dans des instruments d'optique un petit peu plus tard. OK, maintenant, si on passe au numéro 3. OK, alors pour le numéro 3, je vais le faire avec vous aussi. Puis là, j'aimerais ça mentionner que j'ai réalisé, je vais insérer aussi, suite au numéro 3, un petit segment de révision de géométrie que je fais dans le cours de mise à niveau de physique secondaire 5. Donc, après ce numéro-là, vous allez avoir quelques notions. Là, par exemple, on va parler des triangles semblables. J'explique ça aussi dans le segment que je vais ajouter, en plus des notions d'angle alterne interne, etc. Donc, je vous invite à écouter jusqu'à la fin, même après le numéro 3, là, pour avoir cette petite révision-là. Ça devrait vous aider pour tout ce qui est l'optique géométrique. Alors là, au numéro 3, on dit qu'on a un observateur qui est situé à 20 cm devant un miroir plan de 6 cm de hauteur, donc un petit miroir, puis que l'œil est orienté vers le centre du miroir. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait sur le dessin qui est ici. Donc, il y a Blanche-Neige ici, là, ses yeux sont alignés vers, là, c'est pas à l'échelle, là, mais c'est supposé être le centre du miroir. Donc, on a autant de miroirs au-dessus qu'en dessous de ça. Et là, on dit, on demande quelle hauteur que l'observateur va voir derrière lui, d'un mur qui serait situé 1,6 m derrière la personne. Fait que là, on va tracer les rayons. Qu'est-ce qui va délimiter qu'est-ce qu'elle peut voir, Blanche-Neige, là? C'est les rayons qui vont parvenir des extrémités du miroir. Tous les rayons, il y a plusieurs rayons qui vont réfléchir sur le miroir puis ensuite arriver à ses yeux. Elle va tout voir ce qui est à l'intérieur de ce qui est délimité par les rebords du miroir. Donc, on va tracer des rayons qui vont partir du rebord du miroir puis arriver aux yeux de Blanche-Neige. Donc là, ce rayon-là, c'est comme la limite de son champ de vision avec le miroir. Si je veux savoir, comme le rayon, il a réfléchi de où, donc d'où est-ce qu'il venait, mettons, sur le mur, derrière elle, il faut respecter la loi de la réflexion. Donc, on va tracer la normale à l'endroit où, là, c'est comme, je fais le dessin un peu à l'envers, je trace le rayon réfléchi, puis là, je vais en déduire d'où vient le rayon incident. Donc, j'ai tracé la normale, puis là, je peux tracer mon rayon incident, qui serait à peu près, là, comme je vous dis, c'est pas un tracé à l'échelle, là, mais ça devrait respecter que l'angle au-dessus de la normale ici est égal à l'angle en dessous de la normale pour que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc, on aurait un rayon ici qui proviendrait de derrière Blanche-Neige, puis qui arriverait au miroir. C'est sûr que là, Blanche-Neige, son corps, il est là, mais on regarde le rayon qui passe juste à côté, là, qui la frôle. Donc là, on a le premier rayon de tracé. On va faire le même principe pour le rayon qui parvient du haut du miroir, donc l'autre limite de son champ de vision, le plus haut qu'elle va pouvoir voir sur le mur. Puis, on va le tracer de la même façon. Donc, je trace le rayon réfléchi, je trace la normale et je trace le rayon incident. Là, je n'avais pas dessiné le mur, fait que je l'ai ajouté. Sa position exacte n'est pas importante. On va juste travailler avec les bonnes mesures sur le schéma. C'est ça qui va être important. Donc là, je veux savoir c'est quoi la hauteur là, du mur qui est visible, donc qui se trouve entre les deux rayons qui proviennent du mur.
Je vais d'abord commencer par prolonger les normales que j'ai faites aux extrémités du miroir parce que ça va délimiter un peu des triangles dans le schéma. Ça, c'est le schéma à peu près que vous aviez là, dans la solution du document. Fait que, voyez-vous ici, on retrouve des triangles rectangles. Okay? On a un grand triangle rectangle ici au-dessus du miroir, puis un autre en dessous du miroir. Ils sont supposés être identiques ici, ces deux triangles-là, parce que j'aurais les yeux centrés sur le miroir. Donc, c'est une situation qui est symétrique. Là. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier les dimensions que je connais là-dedans. Donc, je sais que le miroir fait 3 cm, c'est 6 cm de diamètre, donc 3 cm au-dessus de la hauteur des yeux, puis 3 cm en dessous. Puis, je vais donc pouvoir dire que sur le mur, le segment qui est directement vis-à-vis, il y a une hauteur de 6 cm. Fait que qu'est-ce qui me reste à trouver? Ça va être la hauteur du triangle qui est soit au-dessus de Blanche-Neige et au-dessus du miroir ou en dessous, vu que c'est la même hauteur. Donc là, ici, on va identifier des triangles qui vont nous permettre de résoudre la situation. Avant, je vois que j'ai aussi, j'ai ajouté 2 autres informations de distance. On a la distance entre les yeux de Blanche-Neige et le miroir qui est de 20 cm et la distance aussi entre Blanche-Neige et le mur qui est 1,6 m. Donc là, c'est ça, j'ai identifié en jaune les 2 triangles que je vais utiliser. Ce sont des triangles semblables. Des triangles semblables, ce sont des triangles dont les angles sont les mêmes. Comment sait-on ici qu'on a les mêmes angles? C'est qu'on a des triangles rectangles premièrement. Donc, les 2 triangles en jaune ont un angle de 90 degrés à la base. Puis l'autre angle à leur base, c'est ici, on a encore un phénomène d'angle alterne-interne. Donc, l'angle de réflexion ici, c'est le même angle qu'on retrouve dans le triangle jaune. Puis, par la loi de la réflexion, on sait que c'est égal à l'angle qu'on a du côté du rayon qui est incident. Donc, on a le même angle, ça veut dire à l'autre côté de la base de nos triangles en jaune, c'est des angles identiques, ce qui veut dire qu'il reste juste le 3e angle au sommet, mais si 2 de nos angles sont égaux, ça veut dire que le 3e est égal aussi, puisque la somme des angles internes de tous les triangles donne 180 degrés tout le temps. Donc, si on a 2 des angles qui sont pareils, c'est sûr que le 3e l'est aussi. Ça permet d'identifier que ce sont des triangles semblables. Et qu'est-ce qu'ils ont les triangles semblables? C'est qu'ils ont les proportions de côtés identiques. Par exemple, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire, là, je vais prendre des lettres minuscules pour le petit triangle, puis des lettres majuscules pour le grand triangle. Je vais dire que la hauteur du petit triangle sur la base du petit triangle va être égale à la hauteur du grand triangle sur la base du grand triangle. Donc ça, c'est un rapport de proportion qui est égal. Donc, vu que nos triangles semblables, ça devrait être vrai. Alors ici, j'ai 3 cm pour la hauteur du petit triangle sur 20 cm pour sa base. Ça va être égal à la hauteur du grand triangle, c'est le x que je cherche, donc mon inconnu. Sur la base du grand triangle, je vais la mettre sur les mêmes unités pour ne pas mélanger tout ça. Là. Donc, je vais avoir 160 cm plus 20. Donc, 180 cm au total pour la base du grand triangle. Fait que si je fais le calcul ici, on fait un produit croisé, donc 3 fois 180 sur 20, ça nous donne 27 cm de hauteur X. Donc, 27 cm ici, puis même chose en dessous pour le grand triangle. Donc, maintenant, on peut répondre la hauteur qui est visible sur le mur, donc la hauteur du champ de vision visible dans le miroir, ça va être 2 fois le 27 cm plus le 6 cm, ce qui donne 60 cm. Bon, je n'ai pas vérifié la réponse, mais je suis pas mal sûre de mon coup, j'espère que ça marche. Donc, commençons par réviser certaines notions de base des propriétés des triangles. Alors, je pense que vous le savez tous, si on additionne la somme des 3 angles intérieurs dans un triangle, en tout, on devrait obtenir un angle total de 180 degrés. Donc, ça peut servir si on connaît 2 des angles à trouver le 3e. Une autre chose qu'on connaît, une autre propriété des angles, c'est que lorsque 2 angles sont opposés par le sommet, ici on peut en voir 2, là, donc dans le fond ils sont formés par 2 lignes continues,
puis ils sont opposés par leur sommet, ils sont de valeur égale. Donc, si lui, c'est à gauche, c'est 30 degrés, à droite, ça va être 30 degrés. On a une autre propriété où est-ce que les angles sont égaux, c'est dans le cas qu'on a des angles alternes internes. Pour former des angles alternes internes, ça prend ici deux droites parallèles, puis on les coupe par une séquente, une droite ici. Donc, on appelle alternes internes les angles qui sont à l'intérieur de nos deux lignes parallèles. Puis, ils sont un peu de côté opposé de la séquente. Fait qu'on pourrait aussi, à la limite, dire que l'angle de l'autre côté ici, là, à droite de θ1, bien, cette valeur d'angle-là serait égale aussi à l'angle à gauche du θ2. Donc, ici, je l'affiche aussi. Dans le fond, on pourrait dire que les angles alternes externes sont égaux. Donc, alterne interne, c'est à l'intérieur de nos deux lignes qui sont parallèles, mais les angles formés à l'extérieur des deux lignes parallèles sont aussi égaux. Bon, la terminologie n'est pas vraiment importante, là, alterne interne, alterne externe, mais il faut savoir reconnaître ces angles-là pour, dans certains problèmes, poser l'égalité. Maintenant, on peut dire aussi que deux angles sont égaux lorsqu'ils sont formés par des droites parallèles entre elles. Donc, disons ici, si les deux côtés de deux angles sont parallèles, à ce moment-là, on a deux angles égaux. Bon, ici, il est évident que c'est parallèle, la diagonale, parce que c'est toute la même droite, mais la base ici est aussi parallèle, donc c'est le même angle. Propriété des triangles semblables. Donc, qu'est-ce que c'est que des triangles qui sont dits semblables? C'est quand leurs angles sont égaux. Ils peuvent avoir n'importe quelle dimension, mais leurs angles sont égaux. Donc, prenons ici, par exemple, deux triangles rectangles. On a à la base l'angle de 90 degrés. On va dire que l'angle au sommet ici est le même dans le grand que dans le petit. Puis, même chose pour l'angle à la base, à droite. Donc, ce sont ici des triangles qu'on peut appeler des triangles semblables. Je vais donner des noms, des lettres pour leur côté. Okay, disons, le côté vertical, dans le grand triangle, ça va être un A majuscule, puis le petit triangle, ça va être un A minuscule. Donc, des valeurs majuscules pour le grand triangle, des valeurs minuscules pour le petit triangle. Fait que j'ai B ici pour le segment qui est en dessous, puis l'hypoténuse ici, ça va être les C. Donc, quand on dit que des triangles semblables, la proportion de leurs côtés sont égales, c'est quand on compare deux côtés dans un triangle et dans l'autre, on a égalité. OK? Fait que par exemple, le rapport ici entre la hauteur et la base du grand triangle, donc je prends la hauteur A sur la base B, ça va me donner la même valeur, la même proportion que la hauteur du petit triangle sur sa propre base. Donc, hauteur sur base égale hauteur sur base. Donc, on peut aussi établir une autre égalité. Supposons qu'on compare ici l'hypoténuse du grand triangle à la base du grand triangle. Donc, on devrait avoir égalité si on fait ensuite l'hypoténuse du petit triangle divisé par la base du petit triangle. Donc, ici, c'est ce qu'on a d'illustré comme équation. Donc, c'est toutes des équations ici qu'on peut établir là, pour des triangles semblables. Les premières équations que j'ai montrées, c'est on divise deux valeurs dans le grand triangle ensemble, puis on fait la même division pour le petit triangle. Là, on peut aussi faire une comparaison entre une valeur pour le grand triangle divisée par une valeur pour le petit triangle. Puis, ça va être la même proportion pour chaque côté. Fait que, par exemple, ici, je pourrais dire la base du grand triangle sur la base du petit triangle, ça va être égal à la hauteur du grand triangle sur la hauteur du petit triangle. On pourrait aussi utiliser l'hypoténuse, puis inverser l'équation. Fait que par exemple, je pourrais comparer le petit au gros, donc dire l'hypoténuse du petit triangle divisé par l'hypoténuse du grand triangle, c'est égal à la hauteur du petit triangle sur la hauteur, du grand triangle. OK? J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plusieurs équations comme ça qu'on peut construire. Vous allez vous développer quelque chose comme une espèce d'automatisme. Les exercices où on utilise des triangles semblables, en général, on utilise plus souvent le rapport de la hauteur et de la base. Moins couramment, on va utiliser l'hypoténuse.